Bonjour à tous, merci de votre présence pour parler du capital immatériel aujourd'hui. Avant de démarrer, je voulais remercier Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et plus particulièrement Nicolas Borges pour son soutien sur l'organisation de cet événement. Et remercier également nos intervenants. Certains viennent directement de Paris ce matin. Pour démarrer, je vais laisser la parole à M. Jérôme Julien, président de l'Observatoire de l'immatériel et senior partner chez Kea et Partners. Merci Ariane. C'est l'essentiel d'une certaine manière, c'est ce qui fait c'est le marqueur de singularité d'une organisation. C'est tout ce qui fait qu'une organisation humaine, on peut penser à une entreprise, mais c'est vrai également pour un territoire, une nation, un groupe d'entreprises, une filière, un écosystème, que cette organisation crée de la valeur, qu'elle se différencie d'une autre organisation, même si elle peut être en lien avec elle, et qu'elle a une certaine résilience, qu'elle est pérenne, qu'elle se développe, qu'elle attire des ressources. Alors, bon, il y a plein d'études qui existent sur les indicateurs sur la valeur immatérielle. Là, j'en ai mis une. C'est sûr que les pure players et les startups, au départ, elles mettent quand même plutôt de l'immatériel. Enfin, c'est là-dessus qu'elles créent de la valeur. Je pense qu'il ne faut pas faire de complexe par rapport à ça. C'est le travail, la responsabilité de chacun, je pense, c'est de penser à la transition. Et en particulier pour les entreprises legacy qui ne sont pas tombées dans le digital ou dans la responsabilité RSE nativement. Il ne faut pas les surpondérer l'importance de ces catégories. Mais elles sont utiles parce que pour un investisseur ou pour un entrepreneur ou un décideur, c'est, je dirais, une manière de s'y mettre. Donc, trois catégories. Les actifs humains, c'est tout ce qui reste dans les murs de la société, c'est tout ce qui reste dans la tête des employés à la fin de la journée. Donc on retrouve l'histoire de l'entreprise, les mythes, les rituels, les compétences, les savoir-faire. Le capital organisationnel, c'est tout ce qui reste dans les murs à la fin de la journée, donc c'est les procédures, les manières de faire, la gouvernance que je citais tout à l'heure. Et le capital relationnel, c'est tout ce qui relie l'entreprise à ses environnements. Donc on retrouve la marque, mais on retrouve les relations fournisseurs, les relations clients naturellement, ou avec des autorités de régulation, ou avec d'autres, peut-être avec des concurrents. Ce qui est intéressant peut-être de dire, c'est que l'immatériel génère, donc, qui s'inscrit dans un nouveau paradigme, à la fois digital, managérial, politique, sociologique, ne se conçoit que par une forme d'intelligence collective, parce que vous voyez là que les actifs ne sont pas à 100% possédés par l'entreprise. Si je prends par exemple une marque, une réputation, je pense que dans les années 50, quand on faisait du marketing importé d'outre-Atlantique avec de la réclame, on pouvait penser un peu rapidement que la marque, qu'une société était dépositaire de l'image qu'elle avait et qu'à force de publicité, elle allait forcément maîtriser ça. Bon, à l'époque des réseaux sociaux, des influenceurs, des ambassadeurs, quelle entreprise pourrait dire qu'elle maîtrise ou qu'elle possède ses actifs complètement? Donc c'est l'art d'activer des forces que l'on ne possède pas complètement. Finalement, on a cette approche du capital immatériel montre bien l'évolution de la société et de l'économie, comme si les actifs matériels correspondaient à la performance économique et financière, et puis les actifs immatériels à cette économie de la fonctionnalité, cette société de l'avoir possédée à cette société de l'être, où on voit la place de l'innovation sociale à côté de l'innovation technologique. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va être innovante, favoriser la créativité? Ça va être sa capacité à mettre en mouvement des individus, du savoir, et donc une nouvelle forme d'innovation. C'est ce qui nous amène à faire la transition justement avec la valorisation d'une entreprise, notamment au moment de sa transmission, comment on identifie ses actifs et comment on va les valoriser. Je suis administrateur judiciaire, donc je m'occupe d'entreprises, on va dire, en crise ou en difficulté. On constate, mais c'est, je pense, une surprise pour personne, qu'on a un basculement de ces actifs, donc des actifs matériels vers des actifs immatériels. Les actifs matériels, on sait tout à fait les appréhender. Il y a effectivement
effectivement, ils apparaissent au bilan, c'est assez simple. On sait aussi les évaluer de façon assez plus ou moins parfaite, puisqu'il y a des inventaires, des tiers qui interviennent, des commissaires-priseurs, des experts immobiliers. Donc cette partie, aujourd'hui, on la connaît, sauf qu'elle disparaît inexorablement des entreprises, et on arrive effectivement avec des entreprises qui n'ont plus d'actifs matériels, donc l'ancien monde, comme diraient certains. Donc il faut aller maintenant vers le nouveau monde, et là on est un peu plus démunis parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Effectivement, tous ces actifs immatériels n'apparaissent pas dans les bilans. Alors, on connaît traditionnellement le fonds de commerce, les marques peut-être, et quelques brevets, mais il y a effectivement, comme l'a dit l'intervenant précédent, tout ce qui fait la richesse de l'entreprise. Et on a initié avec l'Institut français des praticiens et des procédures collectives une démarche pour intéresser les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires aux actifs immatériels de ces entreprises en crise, avec un double objectif. Un, effectivement, c'est de retrouver des actifs, alors ça c'est peut-être à vendre, c'est peut-être basique, mais c'est quand même aussi fait partie de la mission, mais de façon plus intéressante pour essayer effectivement d'arriver à assurer la transition et la transmission de ces entreprises. Donc il faut absolument que l'on arrive à cartographier les actifs immatériels. Donc, il faut qu'on s'intéresse à ces éléments immatériels, qu'on leur donne et qu'ils servent à revaloriser l'entreprise de façon à ce qu'elle puisse être donnée envie de la reprendre. C'est vrai que quand Ariane Favier m'a demandé d'intervenir, elle me dit vous êtes administrateur judiciaire, votre métier c'est de céder des entreprises, c'est vrai, on fait plusieurs sessions chaque année, de nombreuses sessions, et inévitablement d'évaluer les actifs et notamment immatériels. Alors ma première réaction ça a été de lui dire attention, nous on n'est pas des spécialistes de la valorisation des actifs. Déjà les actifs matériels, il y a un commissaire-priseur judiciaire qui est habilité pour évaluer ces actifs. Et puis les actifs incorporels, eh bien effectivement il y a des méthodes, mais non, c'est pas incorporel, c'est immatériel. Je dis, attendez, il va falloir qu'on en discute parce que il faut que je vois un petit peu de quoi il en retourne, et là je pense que je mets à l'aise certains qui, comme moi, ne savaient pas forcément ce qu'étaient les actifs immatériels initialement, et puis elle m'explique ce que l'on entend par actif immatériel, et très rapidement ça devient assez clair pour moi, et je lui dis, moi j'ai une belle histoire à vous raconter pour illustrer les actifs immatériels, c'est celle de Boss Équipement dont on a été l'administrateur judiciaire. J'ai passé presque 2 mois tous les jours dans cette entreprise pour essayer de la sauver, et tous les jours on constatait comme ça des événements qui montraient qu'il y avait une vraie valeur chez les salariés. Et quand les premiers candidats repreneurs se sont manifestés, on leur a dit mais allez voir ces salariés, ils sont extraordinaires. Alors il y a des salariés extraordinaires dans plein d'entreprises, hein. Je ne dis pas que les salariés de Boss sont plus extraordinaires que d'autres, mais c'était touchant, c'était impressionnant et c'était exceptionnel pour nous, administrateurs judiciaires, au sens littéral du terme, extraordinaire. Et c'est vrai que tous les candidats repreneurs ont tous été d'abord impressionnés, mais ensuite très intéressés par cette volonté des salariés pour qui le client était une absolue priorité. Il vivait pour satisfaire le client. On était aussi dans cette ambiance familiale qui était issue de l'histoire de Boss, avec Jean-Louis Boss qui avait été leur employeur pendant plusieurs décennies. Ils étaient très attachés, ils avaient beaucoup de respect à l'égard de leur ancien employeur. Et c'est vrai qu'on pouvait se poser aussi la question de savoir comment est-ce qu'on allait transmettre cet actif immatériel, puisque maintenant on met des mots sur les choses. Et cette expérience montre que oui, on peut transmettre, et on peut transmettre avec succès, puisque tous les retours que j'ai, et ils sont très nombreux depuis cette session qui est intervenue quelques jours avant Noël 2016, donc tout ça s'est passé très vite, hein. En 8 semaines, la session est intervenue.
Et tous les retours sont extrêmement positifs, y compris les salariés avec lesquels j'ai encore régulièrement des contacts, qui manifestent le même attachement à l'égard de leur nouvel employeur que celui qu'ils avaient à l'égard de leur ancien employeur. Et ce nouvel employeur a même pu développer encore cet actif immatériel. Donc oui, on peut le céder. Ça n'appartient pas à l'entreprise, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça n'appartient pas à l'entreprise. Pour autant, quand on sait faire, et quand on a les qualités pour le faire, ça peut se transmettre et ça peut se développer. Peut-être revenir à comment je me suis retrouvée à m'intéresser au capital immatériel. Il y a quelques années, je travaillais pour un groupe de presse qui s'appelle la Comarec. Vous devez connaître le journal Le 38, le 73, vraiment ça parle bien dans notre région. Cette entreprise, la Comarec, avait été créée par un homme, un seul, M. Paul Ligny, en 68, on vient de fêter les 50 ans. Et c'était une magnifique boîte. Lorsqu'il avait commencé, pour la petite histoire, il avait emprunté 6 000 francs à ses beaux-parents pour imprimer son premier journal. Et lorsque moi je suis arrivée à la Comarec, en 2003, l'entreprise avait été reprise par le groupe Ersan Média. Au bout de quelques années, tous les indicateurs étaient au rouge. Les indicateurs concernant la notoriété, la satisfaction, la proposition de valeur, donc beaucoup de choses que l'on vient d'évoquer. Et paradoxalement, lorsque je montais au CODIR pour faire part de mes inquiétudes, on me répondait que les indicateurs financiers étaient au vert et que cette entreprise fonctionnait comme ça depuis des décennies et qu'il ne fallait pas m'inquiéter, ça continuerait encore longtemps. Résultat, en 2011, donc un plan social, un très gros plan social de 3500 personnes, donc entreprise liquidée, dispersion totale de l'entreprise et surtout de son capital immatériel. Ils étaient très riches en termes d'actifs immatériels. Et finalement, donc, ces actifs immatériels ont été détruits et d'autres s'en sont emparés. Finalement, ils continuent la trajectoire, vous pouvez regarder le Bon Coin. Voilà, d'autres ont réussi à les faire fructifier. Et malheureusement, en tout cas, ils ont été perdus par l'entreprise. Donc, fort de cette expérience, je me suis attachée à travailler sur le capital immatériel. Revenons peut-être un instant à ce que l'on considère comme le travail. Donc, on vous a parlé de richesse, de ressources. Nous voyons ce que M. Jean de La Fontaine nous en dit. Le travail est un trésor. Urbalab, son actif matériel, il se résume à peu près à ça. C'est un crayon. Nous, on fait du design. Tout le travail qui est mené par une équipe de concepteurs, de paysagistes, d'ingénieurs, de graphistes, jusqu'à une assistante qui est complètement impliquée, un responsable de développement, tout ça dans une entreprise qui fait 6 salariés. Avec rien, on a bossé fin d'année dernière, début d'année de cette année, sur la notion de la perception interne et externe, l'alignement dont parlait Ariane tout de suite, auprès des partenaires et au sein de l'entreprise, pour essayer de comprendre comment on était perçu et quels étaient les décalages. Sur la créativité et l'innovation, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas perçu. Dans la réalisation des opérations, je me suis rendu compte aussi qu'on n'était pas perçu. Et il y avait des éléments sur lesquels je ne pensais pas qu'on était attendu à ce point. Donc assez riche d'enseignements. Ça a permis de vraiment projeter l'entreprise dans une nouvelle dynamique. Jusqu'à hier, une session de travail qu'on faisait ensemble, pour travailler sur l'image et la communication et de faire savoir de nos savoir-faire vers l'extérieur. Et puis la vision vers laquelle on souhaiterait s'orienter d'ici moins de 3 ans. L'inventaire des actifs immatériels à la Compagnie des Alpes pour éventuellement se projeter dans un 3e métier. Et là, le sujet est de se dire, ce 3e métier, on va le bâtir sur quoi? Alors si je prends ma casquette d'auditeur et si je cherche la valeur des actifs immatériels dans le bilan, l'actif immatériel, alors on le trouve si on le cherche ailleurs. Et en fait, la première clé que je vais vous donner, c'est en fait celle que j'ai utilisée, c'est celle de la positivité de la marque.
Alors, parce que la positivité de la marque, finalement, elle nous amène un peu sous l'eau pour voir cette partie immergée. Qu'est-ce qui fait finalement qu'une entreprise ou un territoire est désirable? C'est la qualité de son capital immatériel.